Alors, bonjour à tous, bienvenue à notre entrevue vidéo sur Zoom pour l'ACSP, l'Association des sommeliers au Québec. Donc, on va faire une entrevue toute particulière. Aujourd'hui, le thème du jour, car on est le 11 mars, on est en plein dans les sucres, ou pas encore en fait, c'est au début des sucres, pardon, Pierre-Alexis nous le soulignait. Donc, ça démarre tout maintenant. Et du coup, je vous présente nos invités. Donc, nous avons justement Pierre-Alexis Soulière de PA Sélection. On dit quoi? Ouais, PA Sélection. C'est ça. Qui maintenant fait du sirop d'érable. Il va nous expliquer tout son nouveau projet par rapport à ça. Ensuite, nous avons Nathalie du domaine Acer. Bonjour Nathalie. Bonjour Noël. Donc là, Nathalie, qui est une ambassadrice aussi du pays dont je viens, qui est la Belgique, et qui a vécu, qui a été un peu plus en profondeur dans le Québec, qui est à Rimouski, et qui fait le domaine Acer, qui est une référence, je pense, au niveau des produits d'érable, et particulièrement les fermentations d'érable. Et alors ensuite, Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Qui va aussi nous expliquer. Et alors, elle aussi, elle fait des produits d'érable et elle fait même des produits d'érable biologiques. Donc, du coup, elle va aussi pouvoir nous expliquer toute son aventure et toutes ses affaires. Attention, Père Alexis, ton micro est coupé. Ouais, j'avais fait par exprès, là, Noël, parce que moi, je suis en auto. Je suis un peu sur la route en ce moment, là, comme disait ma collègue qui vient de Mégantic. Là, on est. Ah, on a perdu Père Alexis qui est en voiture, effectivement, comme il vient de l'expliquer. Il est du côté de Mégantic et donc on risque de le perdre de temps en temps. Et moi aussi. Pardon? Moi aussi, parce que je n'ai pas l'Internet haute vitesse. Ah, non, on fera avec. Hein. On sait qu'on est avec la campagne et que voilà, c'est pas toujours l'Internet facile, il n'y a pas de problème, on va s'adapter, on va toujours trouver des solutions. En tous les cas, bienvenue à tous et merci à tous de participer. Donc, Pierre-Alexis, est-ce que tu es de nouveau avec nous? Ben, moi, je suis là, mais je te proposerais, Noël, de commencer avec quelqu'un d'autre parce que dans 5 minutes, il faut que justement que j'aille voir un producteur. Ça va prendre 5 minutes. J'ai juste quelque chose à discuter avec pour la saison qui s'en vient. Puis à partir de 18h05, je vais être 100% avec toi. Ça me va. OK. Alors, Nathalie et Stéphanie, est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Alors, expliquez-nous. Donc, est-ce que vous êtes déjà en train de récolter ou pas? Alors, je ne sais pas, Stéphanie, veux-tu commencer? Je commence, peu importe. Ben, pour nous, on a commencé à récolter, oui. On a commencé depuis le début de la semaine. Là. OK. Donc, il fallait lancer la récolte, il fallait lancer tout le matériel finalement. C'est ça que tu expliquais? Effectivement, ben, compte tenu que c'est des instruments qui fonctionnent à peu près 2 mois par année, ben, on part tout, hein, mais on fait ça avec de l'eau de source. Donc, on va partir dans notre évaporateur, on va repartir dans notre osmoseur, on va faire les lavages, on va s'assurer que tous les équipements sont conformes. Puis, on a toujours des belles petites surprises quand on part la machine. Je ne sais pas de ton côté, Nathalie, si vous avez des surprises parfois. Oui, donc nous, je voulais juste faire une petite rectification. On n'est pas à Rimouski, on est quand même à 1h20 de Rimouski. Ah, pardon. Donc on est dans le Bas-Saint-Laurent, mais dans le Témiscouata, donc tout près. En fait, on n'est pas très loin du Nouveau-Brunswick. On est vraiment dans cette là. Puis nous, on a eu une coulée il y a quelques temps, une petite coulée, mais hier, ça a été notre vraie première coulée qu'on ne ramasse pas, elle sert finalement à drainer les tubes, il reste de l'alcool du lavage de l'année précédente, donc on vide la tubure, on jette, c'est ça, on laisse couler, ça vide l'alcool, mais à partir d'aujourd'hui, on a commencé à récolter, les températures de demain seront bonnes aussi, on va probablement en fait faire notre premier sirop de la saison samedi. OK. Donc, on parle bien d'alcool de lavage. Oui,
N'ayez pas peur d'être technique. Hein. Aujourd'hui, c'est le moment. Hein. On y va. On va poser toutes les questions, je vous préviens. Hein. Oui, on parle bien d'alcool, de lavage, donc d'assainissement des systèmes, de la tublure, etc. Oui, on nettoie une fois la saison terminée avec de l'alcool. Oui. Donc de l'alcool à 100%, on va dire, de l'alcool pharmaceutique. Non, pas à 100%, non, il est à 90. 71, 70. 60, oui, c'est ça, 70, 71%. Oui, okay. On appelle ça de l'alcool isopropylique. Ok, merci beaucoup. Et donc là, maintenant, on va peut-être parler un petit peu donc, du domaine. Stéphanie, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de qu'est-ce que c'est que le domaine des coulées? Le domaine des coulées, ça, c'est toute une aventure. Si on commence, moi, premièrement, j'ai acquis mon érablière ça fait à peu près 10 ans. Donc, c'était en 2010 qu'on a acquis notre érablière. Puis, c'était le rêve de mon conjoint, pas le mien. OK. C'est clair. Donc, femme qui aime, femme adopte. Donc, puis nous, on connaissait rien. Puis on a acheté une érablière qui est dans une grosse montagne. C'est une grosse montagne à Lac-Mégantic. Puis il n'y avait pas de tubulure, il n'y avait rien. Donc, sans expérience, sans rien, on a tout installé l'érablière, puis on a parti comme ça. Okay. Puis c'est moi qui est tombée en amour avec le produit. Fait que... Ah oui, donc c'est plus que lui finalement? Oui! C'est moi qui est devenu le boss! Ah! Et quoi, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, mais c'est lui qui travaille énormément dans l'érablière. Au début, c'est ça, dans les premières années, c'est lui qui s'occupe principalement de l'érablière. Puis moi, je travaillais comme acheteur. J'ai toujours été comme acheteur, sauf que depuis 1 an et que j'ai laissé mon travail pour me concentrer aux boissons alcoolisées, qui était mon rêve. OK. Donc là, est-ce que dès le début, vous aviez déjà l'idée de fermenter le sirop d'érable? De faire des boissons alcoolisées? Pardon. Non, pas du tout. Donc au début, c'était vraiment de faire du sirop d'érable. Exactement. Puis ensuite, oui. Oui, puis là, c'est là que je m'en allais. Vas-y. C'est que je suis allée, nous, on est des amoureux de l'agrotourisme. Puis on est allé aux vendanges et qui qu'on n'a pas rencontré? De Manasser. Ah, OK, donc vous connaissez. Et donc, j'ai trouvé, là, j'ai dit, my goodness, on peut faire ça. Fait que là, puis moi, j'ai un côté très entrepreneurial. Donc, je cherchais toujours des projets à mettre de l'avant, mais mon conjoint, on s'est dit, après plusieurs années, un coup qu'on a été capable de rentabiliser l'érablière, là, j'ai dit, ça serait le fun qu'on anoblisse l'érable, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose. Mais, tu sais, là, j'étais là, j'ai dit, on ne peut pas faire du vin, c'est impossible. Fait qu'on a pris un cours. C'est mon conjoint qui a pris le cours. Il est revenu me voir. C'était en 2016. Puis il m'a dit, Stéphanie, oublie ça, on ne fera jamais de vin de notre vie. C'est le cours, est-ce que c'est le cours à Saint-Hyacinthe avec Jérémy Daudeville? Exactement. Ça, je me permets de le souligner parce que c'est un cours que j'entends beaucoup de monde qui le prennent. Moi, je l'ai fait moi-même aussi, d'ailleurs, par curiosité. C'est un cours qui est à Saint-Hyacinthe. Je ne sais plus comment s'appelle l'école exactement, mais beaucoup de monde passe par là. Pardon? C'est l'ITA, c'est l'Institut technologique agricole du Québec. Voilà. Donc, si tous ceux qui cherchent à avoir des formations un petit peu, je pense que c'est un bon conseil. Ce n'est pas très long. Hein. C'est 2 semaines, je crois, ou 1 semaine? Oui, c'est à peu près ça, 1 semaine. Et c'est vrai qu'on fait le tour un peu des alcools, des acides, de tout ce qui est fait. Voilà. Voilà. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Je me suis permis de souligner cette partie-là. Non, c'est très bien. C'est vrai qu'il faut le souligner. Puis maintenant, il y a des cours aussi qui se donnent dans les boissons alcoolisées à l'érable aussi, qui est donné par Jérémy aussi. Ah, OK, au même endroit? Non, il se déplace dépendamment des régions qui vont le demander. C'est surtout en Beauce qu'il y a le cours qui est donné. OK. Donc, très bien. Et alors, donc, ce qu'on disait, c'est que vous avez quand même 10 000 entailles, c'est ça? Oui, exactement. C'est ça.
Donc, après que mon conjoint ait pris son cours, là, j'étais très déçue de ne pas pouvoir faire d'alcool. Là, j'ai pris des cours en transformation alimentaire, faire de la tire, tout ça. Puis là, je me suis aperçue, c'est pas mon dada, pas peur tout. Je n'aimais pas ça. J'ai dit, tout le monde fait des cornets, tout le monde fait de la tire. Je ne peux pas croire qu'on ne peut pas faire d'autres choses. Autre chose. Puis, à un moment donné, le téléphone, j'étais en train de lire une revue sur l'UPA qui parlait des femmes mentors. Puis, en même temps, le téléphone a sonné, puis on m'a demandé d'assister à une table de concertation sur les enjeux des petites entreprises, puis on m'a demandé de représenter la sériculture en Estrie. Puis, devant moi, qui était assis? Ben, c'est un viniculteur que Nathalie connaît très bien aussi, qui s'appelle Jean-Paul Martin. OK. Fait que je l'ai rencontré, je lui ai demandé sa carte parce que je trouvais qu'il était intéressant, mais je ne connaissais pas tant que ça, rien de lui. On était le rencontrer, puis avec mon conjoint, puis le match a été parfait. Donc, un mois après la rencontre, en 2017, on a commencé au mois d'août à bâtir notre chai. Puis, je n'avais jamais vu un chai de ma vie. OK. Warrior style. Oui, c'était... puis, let's go, je travaillais, j'achetais tous les équipements que je ne connaissais pas, que je négociais. Et c'est ça. Fait que les choses arrivaient dans le chai... Puis, j'avais aucune idée qu'est-ce que c'était, à quoi ça servait, à rien, tout. Puis on a importé aussi un amphore de l'Europe que j'ai importé moi-même, qu'on ne savait pas du tout non plus c'était pourquoi que c'était pour donner. Puis, je ne savais même pas c'était quoi un amphore dans ma vie. OK. Et donc là, ce sera pour la partie un peu vieillissement. On va passer du côté de Nathalie parce que on passera en partie fermentation, on passera à la partie un peu plus description du produit lui-même, l'alcool, enfin surtout des fermentations juste après. Donc Nathalie, donc là, nous, on a une autre histoire. Là, c'est avec Vallier. C'est une histoire d'amour dans tous les sens, j'ai envie de dire. Oui, donc... l'érablière, chez nous, ça commence dans les années 60, au début des années 70, les années 72. En tout cas, suite à une grève scolaire, un des frères de Vallier demande à son père, tiens, si on entaillait les érables qui sont derrière dans le champ. Et ça a commencé comme ça, avec très peu de moyens, l'évier de la laiterie qui servait de réservoir, enfin vraiment... Juste j'ai une question, qu'est-ce qui vous a amené à cet endroit-là? C'était un héritage de Vallier, c'est ça? Est-ce que c'est une... Vallier habitait là déjà. avec Oui, c'est ça. Exactement. Donc, je m'excuse, hein, c'est pour bien situer. Oui, donc son père, ses parents habitaient là. Donc, lui, c'est ça. Donc, dans ces années-là, ils ont démarré très, très petitement. Et puis, avec l'objectif de toujours s'améliorer chaque année. Puis, en 90, mon beau-père, Charles-Aimé, avait fait beaucoup d'investissements et les prix du sirop ont tombé. Et en fait, c'est là que Vallier s'est dit, de s'être promené un petit peu partout au Québec, en fait, il avait d'abord rencontré des gens qui faisaient du vin de bleuet au Saguenay, le du bleuet à l'époque, il y a très longtemps. Et puis, donc, ça a allumé une petite idée. Et puis ensuite, il a rencontré des gens qui faisaient de l'hydromel et c'est là que il y a eu un petit déclic en se disant, si on peut faire ça avec le miel, pourquoi pas avec l'érable peut-être. Donc, entre 90 et 96, ça a été vraiment le déploiement d'un projet. Il y avait un très bon programme d'agriculture et agroalimentaire à l'époque qui permettait de faire des essais, des expérimentations. Il y avait un programme qui était là pour soutenir ça et qui a permis au projet de prendre son élan. Ça a permis à Vallier de tester beaucoup de choses. C'est un autodidacte, il est comptable et classeur-mesureur de bois, donc c'était un travailleur forestier plus un comptable, mais ce n'était pas quelqu'un qui était dans les boissons alcoolisées. C'est quelqu'un qui est très créatif et qui cuisine très bien.
tout cas, il avait quand même déjà un petit bagage autour de lui pour ça, très curieux. Et donc, en fait, ce programme d'essai d'expérimentation l'a amené aussi à partir en France et à faire des stages. Je crois qu'il avait déjà dans l'idée il avait déjà envie de montrer qu'on pouvait faire quelque chose de sec à partir de l'érable, puis travailler aussi quelque chose de plus moelleux. Donc, il est allé en Champagne, il est allé en Alsace, en Charente, en Bretagne. Et parfois, c'était comme par exemple le voyage qu'il a fait en Charente. Il est allé à la SAQ, il a pris une bouteille de Pinot des Charentes, il a regardé, c'était Château de Bollon, il a vu que c'était Monsieur Thomas, et puis il s'est débrouillé pour trouver les coordonnées de Monsieur Thomas, et il a appelé Monsieur Thomas, et il a dit voilà, bonjour, j'ai 30 ans, j'ai des érables et je suis intéressée à faire de l'alcool, j'ai fait des essais, etc. Puis maintenant, j'aimerais un peu valider, vérifier tout ce que j'ai fait. Et Monsieur Thomas était vraiment très gentil, il a dit ben, viens. Et donc, je veux dire, on a eu toute une série de rencontres qui ont fait aussi le domaine Acer et qui ont permis finalement, même chose avec avec un vigneron champenois qui a été très, très, très généreux. Et donc, tout ça a fait qu'à partir de 96, après des hauts et des bas dans le processus, mais à partir de 96, ben, il était prêt peut-être à commencer à mettre en marché quelque chose, sauf qu'il n'existait pas de permis encore. Ah oui. Donc, il a dû travailler aussi pour la mise en place du permis et c'est un peu comme ça qu'on a commencé. Donc là, on est dans une région qui est une région acéricole, je dirais, nouvelle, dans le sens qu'on est dans les dernières régions au niveau du Québec à avoir fait du sirop d'érable. Ce que ça a permis, ce n'est pas une longue tradition puisque ça a débuté vraiment dans les années 70, mais ça a permis de se baser sur ce qui était déjà fait ailleurs et avec des territoires immenses, on est vraiment la région high-tech de l'érable. C'est ça notre modèle. Donc, on a des équipements qui sont très performants, on fait beaucoup de recherches, il y a des clubs d'encadrement technique qui sont très, très, très actifs et c'est un milieu qui se développe beaucoup et qui permet aux gens d'ici de vivre décemment. En fait, ils vivent bien de leurs érables. Donc, sinon, nous, ben, on a 20 000 entailles, on est une érablière biologique. 20 000 entailles dans ma région, c'est la moyenne. Il y a des érablières qui ont jusque 220 000 entailles. Il y en a, donc c'est vraiment, il y a un peu de tous les gabarits. Mais ce qui fait notre distinction, c'est qu'on fait de la transformation. Puis ce qui nous allume, c'est de travailler sur des grands crus d'érable, que ce soit au niveau du sirop, que ce soit au niveau des alcools, et d'avoir une forêt qui est saine, vivante, bien aménagée. C'est ça. Donc, alors, on va entamer on va rentrer dans le vif du sujet parce que bon, comme nous, on a pour l'instant plus d'une trentaine de sommeliers qui nous regardent en ce moment, juste pour votre information. Donc, on est content. On salue tout le monde d'ailleurs. On vous remercie tous de participer. Il y a quand même une chose que je vais être très honnête. Moi, je n'avais pas beaucoup de notions du vin d'érable avant il y a une semaine, pour être honnête. Ça fait pas longtemps que je vous ai contacté, vous le savez. Et je suis très content parce que j'apprends énormément de choses. Je vais poser la question toute simple, toute bête. Comment est-ce qu'on fait de la fermentation d'érable à partir de l'érable? Est-ce qu'on utilise l'eau d'érable? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des originalités pour des gens qui viennent du vin? C'est un secret, Noël. Ils ne veulent pas te le dire. Tiens, il y a un extraterrestre qui est revenu avec son chapeau. Non, mais en fait, dans l'érable, actuellement, on n'est pas si nombreux. On doit être une vingtaine, mais c'est en pleine expansion. Puis je dirais qu'il y a un peu tous les modèles il y a toutes sortes de produits, toutes sortes de taux d'alcool, il y a un peu toutes sortes de choses qui se font à partir de l'érable, que ce soit des fermentations qui se font à partir de l'eau d'érable concentrée ou à partir du sirop. Il y a des producteurs qui travaillent avec l'un ou avec l'autre ou avec les deux, ça dépend. Donc, c'est ça. Donc, on a vraiment cette facilité, cette originalité qu'on peut vraiment choisir de partir de l'eau d'érable et de créer une fermentation, mais j'imagine qu'il faut faire quand même un petit peu de concentration parce que l'eau d'érable, c'est quand même très, très dilué, non? Je pense en termes de sucre, ou qu'il faut soit prendre vraiment du sirop d'érable et le déconcentrer, de rajouter finalement un mou avec de l'eau, de créer un mou un peu plus déconcentré.
c'est ça? Oui, c'est ça. On part d'un sucre, au fond, qu'on doit concentrer qu'on doit concentrer ou qu'on doit diluer si on part du sirop. Effectivement, c'est le principe de base. C'est un modèle qui, en règle générale, je dirais, s'inspire du vin, mais ne le copie pas. C'est une matière première qui a ses particularités et avec laquelle il faut apprendre à travailler et apprendre à écouter. OK. Oui, puis, je vais rajouter quelque chose. Attends, Pierre, Stéphanie, vas-y. En fait, si on regarde la molécule du raisin, oui. On va avoir du fructose puis du glucose. Nous, on va travailler, il va avoir une molécule de sucre qui va être différente, qui va rentrer en scène de jeu, qui est la saccharose. OK. Puis qui va nous apporter aussi quand même la beauté du produit, mais aussi les difficultés, parce que les levures n'ont pas été faites en conséquence de briser la saccharose. OK. Donc, il y a des petits enjeux à ce niveau-là, au niveau quand on choisit nos types de levures pour la fermentation. Parce que malgré tout, moi, les produits que j'ai goûtés, ils sont secs. Donc, il n'y a pas de résidus de sucre. Donc, les levures arrivent quand même à un certain niveau de réussir à les briser. Ou est-ce que vous sélectionnez les levures? Comment ça se passe? Oui, il faut vraiment sélectionner les levures pour pouvoir bien les travailler. On ne peut pas choisir n'importe quelle levure. OK, donc c'est ça. Donc, il y a un choix dans les levures. Il y a un choix aussi dans l'acidité. Oui. Parce qu'un produit d'érable, c'est neutre à la base. Oui. C'est pas neutre, mais il y a peu d'acidité. Disons que dans l'érable et dans l'eau d'érable, quand je voulais dire neutre, c'est pH proche de neutre. Bien entendu, excusez-moi. Mais il y a en fait il y a un peu d'acide malique, l'acide qu'on trouve aussi dans la pomme, et c'est pour ça que bien souvent dans les produits alcoolisés issus d'érable, on va pouvoir percevoir un petit peu ce côté pomme. Donc ça, c'est un acide qui est naturellement présent dans l'érable, dans l'eau d'érable. Pomme, citron, Est-ce que c'est quelque chose si on part de l'eau d'érable, est-ce qu'on va avoir plus de facilité à développer ça? Non. Non? Développer quoi? Le côté citrus, moi que j'avais noté citrus, mais peut-être malique ou le côté pomme verte. Non. Non. Quand on travaille avec l'eau d'érable, on va avoir, en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que notre enjeu, on travaille vraiment avec l'eau d'érable. Puis notre enjeu, c'est que dans l'eau d'érable, les bactéries se développent rapidement. Puis c'est des enjeux très qui peuvent donner des piqûres lactiques aux produits. Donc, c'est ça, parce que comme on est dans un produit neutre, les bactéries sont plus à l'aise que les levures, finalement. Mais je vais laisser Nathalie, qui a beaucoup plus d'expérience que moi là-dessus. En fait, tout est dans la préparation, dans la sélection de la matière première et dans la préparation du mou, mais c'est aussi faire des boissons alcoolisées à partir de l'eau d'érable ou du sirop d'érable, c'est quand même écrire une page blanche. C'est vraiment un apprentissage constant. C'est un apprentissage constant, ça veut dire qu'on remet aussi, en tout cas dans notre cas, mais j'imagine dans le cas de tout le monde, on remet constamment en jeu ce qu'on fait. L'idée, c'est vraiment d'avoir le plus de finesse possible, le plus de complexité. Et donc, on va tester. C'est vraiment quelque chose qui est très stimulant parce que on se réinvente constamment dans le but d'améliorer la qualité de ce qu'on fait. Donc, on va travailler avec des levures différentes. On va d'abord vérifier que le sucre est fermentescible. C'était comme la première chose qu'on a vérifiée dans notre cas au tout début. C'était même pas sûr. Et puis après, il y a toutes sortes de types de levures, lesquelles vont le mieux s'adapter à la matière première. À quelle matière première? Parce que malgré tout, le sirop d'érable, puis Pierre-Alexis en témoignera certainement lui aussi, c'est très complexe et ça donne une grande variété, une grande diversité de saveurs, de flaveurs, d'arômes. Et donc, c'est ça qu'il faut essayer d'aller mettre en valeur.
C'est justement un point que je voulais vraiment aborder. Moi, quand j'ai fait mes dégustations, justement, j'ai vraiment découvert quelque chose. C'est que finalement, tous ces produits fermentés, et c'est absolument pas négatif ce que je veux dire, mais ne goûtent pas l'érable. Ils sont beaucoup plus complexes que ça. On a des arômes de fleurs. Moi, j'ai des fleurs jaunes, un coup des fleurs blanches. On a des arômes, comme on avait dit, un peu de pommes vertes. Moi, j'ai eu des arômes de citrus. On a des arômes. Bon, là, moi, j'étais sur les bulles ce midi avec Ganaël Revel, fatalement. Donc, on avait des arômes plus pâtissiers. D'ailleurs, je suis encore en train de profiter du domaine Acer mousseux, les bulles. Et on avait des arômes très pâtissiers, on avait des arômes, bon là, on sait que l'influence des levures va jouer son jeu, mais finalement, je dirais l'arôme caricatural. Moi, quand j'achète un vin d'érable, je me dis, tiens, je vais avoir le goût caricatural de l'érable, du sirop d'érable, ce qu'on a dans la tête. Ben, en fait, je ne l'ai pas eu tellement que ça. Non, on va venir sur une petite finale qui va donner peut-être un aperçu, la petite surprise de l'érable, surtout dans les produits secs. Puis je crois que le mousseux que tu as goûté, c'était le 0 g de sucre par litre, hein, c'était le Brut Nature, je crois. Oui. Il me semble. Donc, oui, il y a cette petite pointe d'amertume qui est inhérente aussi à l'érable, d'ailleurs, qu'on va retrouver, qui va se mettre en exergue. Mais l'érable, c'est bien plus que du sucre, en fait. Et je pense que par la fermentation, c'est aussi quelque chose qu'on peut magnifier, mettre en évidence. C'est un intérêt. Mais dans les sirops aussi, on peut magnifier ça. Et il y a une grande diversité de sirops, ce qu'on essaye de faire, et dans le choix de nos équipements, c'est aussi de mettre en valeur cette grande diversité. Et elle va être importante par la suite pour les fermentations. C'est là que, monsieur PA, est-ce que vous êtes là? Pierre-Alexis? On a perdu Pierre-Alexis. Oui, moi je suis là. Est-ce que tu m'entends? Oui, là maintenant je t'entends, magnifique. Parce que justement, c'est un peu, parce que moi j'ai redécouvert grâce à Pierre-Alexis le sirop d'érable, dans la mesure où de nouveau je goûtais le sirop d'érable, et même là, avec le sirop qu'il m'a fait goûter, ça goûtait, c'était plus léger que ce que j'avais l'habitude d'avoir, et on avait quand même, moi j'ai trouvé des arômes de sabayon, justement des arômes plus complexes, qui vraiment me faisaient sortir simplement de l'aromatique. Qu'est-ce qui amène justement cette diversité aromatique, Pierre? Ouais, il y a beaucoup de choses qui amènent la diversité aromatique, mais une chose est sûre, c'est que c'est sûr qu'ils ne m'entendront pas. Il faudrait qu'on se trouve une place. Là, on t'entend, hein, ça va. Hein? OK. Fait que la réalité, là, c'est que, premièrement, les érables, là, c'est la matière première. Là. Premièrement, avoir des érables à sucre, c'est assez important là, pour faire du bon sirop, parce qu'il y a d'autres sortes d'érables que vous pouvez entailler. Ah, OK. La deuxième chose, c'est l'âge des érables. Ça, c'est assez important aussi. Puis la manière dont ils ont été traités, ces érables-là. Parce que ce qu'il faut comprendre... Donc l'âge des érables, c'est quoi? C'est qu'un érable de 5 ans, ça commence à partir de 10 ans, c'est un peu comme la vigne, c'est comment? Non, c'est à peu près à partir de 50 ans, là, mais c'est plus en termes de circonférence, ça dépend d'une région à l'autre. OK. Donc c'est vraiment un jeu compliqué, si je comprends bien. Bien, ce qui est surtout compliqué là, dans l'érable, c'est qu'on ne les a pas plantés, ces érables-là. C'est une sélection, c'est un jardinage dans une érablière. Donc, c'est-à-dire que, tu sais, quand vous allez planter un vignoble, vous allez peut-être dessoucher, donc vous allez prendre un package, vous allez planter de la vigne flambant neuve, ou peut-être même des boutures, peu importe. Mais lorsqu'on travaille avec l'érable, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut avoir une concentration de bois franc dans la forêt. Et puis, il faut les sélectionner pour leur donner de l'espace pour qu'ils grossissent, pour qu'après ça, ils puissent nous donner ce qu'on appelle l'eau d'érable. Et ça, si ce n'est pas des générations qui l'ont fait avant vous, c'est très difficile d'arriver dans une forêt mixte ou dans une forêt de bois franc puis de sélectionner from scratch. Là. Ça se fait, mais il en demeure pas moins que ça a fallu que quelqu'un le fasse avant vous pour avoir une belle érablière saine. OK. Donc, il y a quand même il y a encore il y a une tradition. Il y a beaucoup plus de succès si on obtient le produit d'une tradition, finalement. Ben, moi, je n'irai pas jusque-là, mais une chose est sûre, c'est que historiquement, là, les gens, il y avait un morceau de terrain. Ils bûchaient, ils bâtissaient des bâtiments. Après ça, ils gardaient au cordon un petit morceau de bois. Ils sélectionnaient s'il y avait de l'érable à sucre. Et puis, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure en avant-match, c'est que le sucre, avant qu'on appelle ça le sirop, on appelait ça le sucre parce qu'il cristallisait, on le cuisait, on faisait des pains de sucre, on vendait ça en ville.
Le sucre, l'argent du sucre, faisant en sorte que vous pouvez payer vos semis, puis ensuite de ça, vous pouvez nourrir votre bétail, puis ensuite de ça, vous pouvez nourrir votre famille. Et puis, il faut comprendre là, qu'il y a à peu près 100, 150 ans où on parle vraiment du sirop d'érable au Québec, là, l'explosion, là, le fourneau, ce qu'on appelle la bouilleuse, a été inventé à la fin des années 1800 par M. Grimm. Bien, dans ce moment-là, là, on est dans un Québec où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de présence religieuse catholique. Et puis, les familles sont grosses et sont nombreuses. Donc, imaginez que vous manquez votre sucre, vous n'avez pas de sous pour acheter vos semis, vous ne pouvez pas planter votre package, vous ne pouvez pas nourrir vos vaches à lait, ni vos cochons, ni rien de ça. Ça fait des hivers qui sont durs. Donc, c'est sûr que le sucre, c'était le premier espoir de l'habitant. Ça, ne perdez jamais ça de vue. Aujourd'hui, ça a bien changé, là, mais historiquement, là, il n'y a pas personne qui faisait du sucre sans avoir des animaux. Aujourd'hui, il y a des gars qui sont capables de gagner leur vie juste à faire de la sériculture. Vous parliez tout à l'heure de 220 000 en taille. Moi, quand j'étais jeune, quelqu'un qui avait 5 000 en taille, c'était gros. Parce qu'on n'avait pas l'équipement, on n'avait pas la technologie pour le faire. Mais aujourd'hui, comme a dit la dame du Témiscouata, elle a 20 000 en taille, puis il n'y a rien là. C'est la moyenne chez eux. Et puis, c'est sûr qu'il y a plusieurs philosophies. Tu sais, c'est un petit peu comme dans le monde du vin. Il y a différentes grosseurs d'entreprise, il y a différents produits, il y a différentes fins à ces produits-là. Et moi, je trouve ça admirable qu'ils essaient de faire de l'alcool parce qu'ils ne sont pas en train de rester pris dans la... C'est dommage, j'ai l'impression qu'on perd notre ami Pierre-Alexis. Ah, c'est les aléas de... Peut-être enchérir un peu en attendant qu'ils reviennent. Vas-y, surtout. En fait, traditionnellement... Ils sont en train d'essayer quelque chose de nouveau. Pierre-Alexis, tu saccades. Il y a, comme vient de dire Pierre-Alexis, une longue tradition, surtout dans les régions plus au sud du Québec. Oui. Dans la nôtre, on est plutôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup plus récent au niveau de l'érable. Mais l'industrie de l'érable est jeune. Donc, les recherches réellement ne se font pas depuis si longtemps. Et probablement que quelque part, comme dans la vigne, il y a un effet terroir. Mais ce n'est pas encore, les sols ne sont pas caractérisés. Est-ce que le fait qu'il y ait un coteau qui soit exposé plus au sud, plus au nord, quel effet ça a? On ne peut pas encore vraiment le dire. On peut goûter, on peut traduire ce que le produit qu'on fait révèle, mais est-ce qu'on peut dire ça, c'est parce que ce coteau-là est plus ou moins ensoleillé ou pas? Ça, c'est parce qu'il y a telle pente, c'est parce que le sol a telle caractéristique, est riche ou pauvre? Parce que l'érable à sucre, ça, je suis tout à fait d'accord aussi avec ce qu'il a dit, je pense que ça fait le sirop qui est le plus savoureux, le plus complexe, mais tout ça n'est pas réellement encore caractérisé au niveau de l'érable parce que ça a été un produit de subsistance aussi. Puis c'est que maintenant qu'on se rend compte que quelque part, c'est une richesse. On est vraiment dans l'est de l'Amérique du Nord, c'est le fief de l'érable et c'est assez unique au monde. C'est magnifique d'avoir un produit comme ça qui nous laisse et qui est une page blanche qu'on peut écrire. C'est vraiment un 80% produit au Québec d'ailleurs. Hein. Tout à fait, oui. Mm-hmm. Et donc, c'est encore une page blanche qui est vraiment à démarrer et qui donne aussi une multiplicité. Là, Noël, est-ce que tu m'entends bien? Là, c'est pas mal, ouais. Et oui, non. Parce que là, je me suis arrêté parce que là, ça n'a pas de bon sens. Mais je pourrais-tu rajouter quelque chose? Vas-y. Aussi, du terroir. Moi, je crois vraiment au terroir. Nous, on est dans la région de la MRC du Granit. Tu m'entends? OK, je vais laisser Pierre-Alexis parler. Attends, parce que là, on le perd. Vas-y, écoute, on va. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est si tu m'entends bien. C'est saccadé, Pierre. Je vais m'arrêter sur le bord de la route puis je vais le faire comme ça. Je pense que c'est peut-être une bonne initiative. Je ne sais pas dans quel quartier tu es, mais ça a l'air d'être un peu plus compliqué. Vas-y, Stéphanie. Bien, en fait, comme nous, dans notre région, on est dans la MRC du Granit, Lac-Mégantic,
Oui. Donc, notre érablière est vraiment sur un sol de granit. À côté, il y a juste à 100 mètres, il y a une carrière de granit. Puis est-ce que ça a été une raison du choix, excuse-moi, de juste pourquoi vous êtes installé là? Non, c'est une question c'est parce que la montagne est tellement haute qu'il n'y a pas personne qui voulait aller mettre des tubes dedans. Ah, OK. Donc, c'est parce que c'était très difficile de physiquement y aller. C'était, comme on dit, dur de travailler là, cette terre-là, finalement, que ça a été accessible, que c'était finalement pas cher. Effectivement. Même que les derniers tubes qui ont été posés dans la montagne, c'est même pas le tracteur, c'est mon chum qui les a traînés sur son dos avec des chaînes. OK. Parce que le tracteur ne montait pas. OK. Donc, c'est vraiment... Pas belle cuisse, hein? C'est un garçon en pleine forme. Oui! Donc, est-ce que vous avez déjà concrètement cet effet granit? Est-ce que vous le sentez? Donc, du coup, excuse-moi d'avoir dévié cette partie-là. L'effet terroir, est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous ressentez quelque chose? Mais moi, je le ressens parce que je suis une fille qui déguste beaucoup de sirop. Puis le fait que je pense Puis l'érablière, juste à côté de nous, là, son sirop peut goûter complètement la différence. Parce qu'il y a une matière aussi de régie aussi dans l'érablière, là. Puis Nathalie va pouvoir confirmer. Tu sais, c'est pas tout le monde qui nettoie les équipements de la même façon. C'est pas tout le monde qui va... Tu sais, puis c'est pas standardisé comme on fait le vin. Là, le vin, il y a des protocoles, tout est suivi, tout ça. Mais dans le sirop d'érable, il y a de la... C'est pas toutes les cabanes à sucre que j'irais manger là. Puis bon, il y en a beaucoup des cabanes de sucre au Québec. Je ne sais pas combien il y en a, mais on parle quand même d'un nombre quand même important. On est bien plus de cabanes à sucre que de vignobles encore pour le moment. Oui. Hey, Noël, est-ce que tu m'entends comme il faut? Oui, là, on t'entend super bien. Bon, j'ai enlevé ma caméra, peut-être que ça va aider, puis je me suis arrêté sur le bord de la route parce que moi, ça m'enrageait là, de ne pas le faire comme il faut. Mais je pense que pour renchérir sur ce que Nathalie disait, Nathalie, c'est bien ça, la MRC du Granit, c'est vous? Non. Non, c'est Stéphanie. Stéphanie, excusez-moi. Bon, pour enchérir sur ce que Nathalie disait, c'était très intéressant qu'elle contextualisait le fait qu'on est sur une page blanche avec le sirop d'érable au niveau de la transformation alcoolique. Le sirop d'érable, c'est un petit peu comme l'huile d'olive, si vous voulez. On n'en a jamais voulu la transformer en quelque chose d'alcoolique parce qu'on la mangeait, premièrement. Et puis, c'est vrai que ces gens-là là, qui sont en train d'essayer de faire des choses là, sont les pionniers, mais ils n'ont pas 400 ans, 800 ans, 900 ans, 2000 ans d'histoire. Là. Ils essaient, puis c'est pas évident, puis ils réussissent à créer des choses très intéressantes. Mais moi, je pense que le futur, c'est ça qui est encore plus excitant parce que ce qu'ils ont réussi à faire, admettons, entre une dizaine d'années ou peut-être même une quinzaine d'années, bien, dans 15 ans, ça va être encore plus poussé puis plus explosif. Puis pour ce qui est des terroirs de granit, de la MRC de granit, bien, de toute manière, il y en a des carrières là-bas, puis pendant longtemps, il y avait des comptoirs qui se faisaient, puis ça en fait probablement encore. Oui, c'est très impressionnant parce qu'on n'est pas... on n'est pas tellement loin du lac Mégantic, puis c'est cette région-là qui est pas tellement loin de la frontière américaine. Puis il y a des pics, ça c'est important à comprendre, là, des altitudes qui sont très différentes. Parce que la plupart du sirop d'érable fait au Québec, il est fait dans les Appalaches. Hein? Parce que l'érable à sucre, là, elle n'aime pas ça avoir les pieds dans l'eau. Fait que si vous n'êtes pas dans un coteau ou si vous n'êtes pas sur une pente, c'est très rare qu'il va y avoir de l'érable à sucre. Et puis c'est vrai que de toute manière, historiquement, c'était plus facile de faire du sirop avec de l'érable à sucre parce qu'elle en donne plus et elle donne de l'eau plus sucrée. Fait qu'imaginez-vous que les premières sucreries, il y avait de l'érable à sucre dedans. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a découvert que peut-être la plaine, ce qu'on appelle l'érable rouge ou l'érable noir ou d'autres sortes d'érables donnent aussi de la sève. Mais vous pouvez aussi faire du sirop de bouleau, là, tant qu'à y être. Vous pouvez faire du sirop de toutes sortes de bois durs. C'est juste que le temps de bouillage va être différent, la concentration en sucre dans la sève va être différente, puis bien sûr, le résultat final va être très, très, très différent. Maintenant, il faut comprendre qu'au niveau des sols, là, perdez pas de vue qu'un habitant qui fait bouillir, là, ou un acériculteur, comme on les appelle aujourd'hui, là, il n'a pas le temps de s'occuper des voisins. Il s'occupe de sa régine, il y a à peu près entre 8 et 15 jours, puis s'il y a de la technologie, vous pouvez monter à peu près à 30 jours de bouillage. Il n'a pas le temps de barlander puis d'aller voir à gauche, à droite
puis de goûter à tout, puis de tout connaître. Donc, tu sais, confondez pas le travail de producteur avec le travail de sommelier ou de goûteur. Là. C'est comme deux champs d'expertise différents. Historiquement, les gars s'occupaient de leurs affaires, ils essaient de faire du mieux qu'ils pouvaient, mais aller goûter à gauche puis à droite, ils ne le faisaient pas. Moi, c'est sûr que j'ai la chance de voyager beaucoup par mon travail. Puis la semaine passée, j'étais en Ontario, puis j'en ai vu des gars bouillir, puis j'en ai vu des gars couler, puis il y avait quand même de la belle grosse érable à sucre, mais il n'y en avait pas une grosse concentration. Puis, tu sais, dernièrement, je suis allé dans le coin des Laurentides, puis c'est pas long que tu tombes dans le bois mou. Là. C'est pas vrai qu'il y a des grosses sucreries ben. Tu sais, quand tu commences dans le nord, tout ça, puis historiquement, ils ne les avaient pas sélectionnés non plus. Fait que ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables d'en faire ou que le sirop n'est pas bon. C'est juste que la saison est bien différente. Puis j'étais aussi à Montréal dernièrement. Il n'y a quasiment plus de neige. Tu sais, on a eu un redout de 2 jours. Là. C'est sûr, les gens qui sont dans la ville du Richelieu ont probablement fait du sirop, mais ça se peut que ça bourgeonne bien vite. Puis quand l'arbre commence à bourgeonner, là, le sucre est pas mal fini, la qualité est pas mal passée. Oui. Fait que tu veux que ça dégèle tranquillement, mais tu ne veux pas que ça dégèle trop vite. Okay. Puis pour revenir à la dame qui est dans le Témiscouata, moi, quand mon grand-père était jeune, puis son père, à lui, faisait bouillir, on avait des hommes engagés par chez nous. Puis ces hommes engagés-là, ils venaient tous du bas du fleuve. Pourquoi? Parce que historiquement, dans le bas du fleuve, c'est un trou à neige. Il y a trop de neige. Fait qu'avant que le tube existe, il y en avait très peu de sucreries. Ils ne pouvaient pas entailler à chaudière parce que la chaudière, il faut que tu l'entailles très basse parce que l'eau, elle monte par les racines puis elle dégoûte tranquillement dans la chaudière. Fait que les gars, souvent, ils allaient bûcher au camp de bûcheux pendant l'hiver. Puis pour faire une coupe de piastres, ils venaient chez nous ramasser de l'eau d'érable dans une sucrerie qui était plus facile d'accès, plus facile à travailler. Et puis, ce qui arrivait, c'est que quand ils retournaient chez eux, ils disaient que les locaux, là, les anciens, ce qu'on appelle au Québec les bonhommes, moi, je les appelle les bons hommes, parce que ce n'est pas des bonhommes, c'est des bons hommes qui ont fondé toutes les paroisses du Québec. Ils disaient aux gars qui venaient travailler chez nous, « Hey, t'es allé dans le trou jaune. » Pourquoi le trou jaune? Parce qu'à l'équinoxe, puis au printemps, le soleil est bien fort, il prend de la force, puis il reflète sur une neige qui est cristalline, et puis les gars prenaient des coups de soleil dans le visage. Okay. Donc, ils revenaient avec une peau très, très, très foncée. Et puis ça, c'était le surnom de notre village parce que c'était connu dans ben grand qu'il y avait du sucre qui se faisait là. Puis je vais vous en mettre une autre couche, puis après ça, je vais laisser parler les autres. C'est que moi, historiquement, mon canton s'appelait Mégantic. Le canton de Mégantic, ça partait des lignes, puis ça s'en venait chez nous. Et puis, ça a toujours été réputé comme étant un canton très fort au niveau de la production de sirop d'érable. Okay. Et puis, aujourd'hui encore, si vous regardez le canton fédéral, c'est Mégantic-Érable, le nom du canton. Si vous votez au fédéral, c'est Mégantic-Érable. Ça ne fait pas de sens si vous regardez les frontières administratives modernes, parce que Mégantic, c'est très loin du canton de l'érable, mais ça, c'est historique. Je dirais que dans la région, chez nous, en tout cas dans le Témiscouata, ce sont beaucoup de gens de la Beauce qui sont arrivés ici. Mon beau-père, d'ailleurs, il est déménagé quand il avait 6 ou 7 ans dans notre coin. Puis la plupart des gens qui ont colonisé la région ici l'ont fait en venant de la Beauce. Donc, je pense qu'ils avaient quand même déjà la fibre acéricole quelque part. Ils faisaient un petit peu de sirop avec quelques érables autour de la ferme ou des choses comme ça. Donc, moi, je pense qu'il y a ça qui a aussi joué, mais en fait, le moment où on a commencé à faire du sirop d'érable dans cette région-ci, c'est justement dans le début des années 70 avec les opérations Dignité, donc quand le gouvernement voulait fermer les municipalités des régions un peu plus éloignées, puis les gens se sont rebellés, puis ont revendiqué leur droit à habiter le territoire et ils ont cherché des solutions économiques et des solutions qui leur permettraient de vivre de leur territoire. Et parmi ces solutions, l'une d'elles a été de commencer à développer la production de sirop d'érable. C'est ce qui s'est passé dans la région ici, en fait. Et c'est très intéressant que vous souligniez ça parce que si vous regardez la région de la Beauce, qui est une région historique du Québec qui fait partie de Chaudière-Appalaches, tout à l'heure, je vous disais que les Appalaches sont importants dans le sirop d'érable. Mm-hmm. La manière dont la vallée de la rivière Chaudière a été fondée, c'est principalement des gens qui avaient quitté Québec pour faire leur propre chose du côté de la Rive-Sud. Puis je vous ai dit tout à l'heure que pendant longtemps au Québec, on avait des familles qui étaient nombreuses. Et puis à un moment donné, la terre, on ne pouvait pas la diviser tant que ça. De toute manière, elle ne se divisait pas vraiment. La terre, elle allait aux plus vieux ou aux plus jeunes, dépendamment des histoires dans chaque famille. Là, je ne veux pas entrer là-dedans. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de beaucerons qui ont dépassé la vallée, qui était la vallée très fertile de la rivière Chaudière.
puis qui se sont établis dans des cantons à l'est et à l'ouest, puis ça a débordé dans le Témiscouata. Mais la réalité aussi qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que dans le Témiscouata, puis dans le bas du fleuve, il y a bien du monde qui faisait du sirop sur les terres de la couronne. C'était pas leur terre à eux autres. Donc, quand on dit dans la chanson « En caravane, allons à la cabane », c'était une gang de gars qui partaient avec une poche de fèves secs, une couenne de l'or, et puis des jouals, puis une tonne, puis ils allaient entailler les terres de la couronne pour faire un peu de sucre pour revenir plus vers le fleuve où que les bonnes terres étaient les terres fertiles. Et puis ça se faisait très traditionnellement, puis par chez nous, ça ne se faisait pas parce que les terres appartenaient à l'habitant. Tandis que quand on va dans le Témiscouata, puis tout ça, quand on est sur le bord des lignes, il y avait beaucoup de terres de la couronne qui étaient exploitées par des habitants. C'était une entente, il n'y avait pas de problème. Ils ne volaient pas la sève, l'eau d'érable, mais c'est une tradition qui est très différente de par chez nous. OK. D'accord. Donc, il y a vraiment des traditions qui étaient différentes selon les différentes régions. Ben oui, puis tu as des régions qui n'existaient pas anciennement, qui sont nées aujourd'hui par rapport à une technologie qui permet aux gens d'entailler. Et puis, tu as tout un mouvement de gentleman farmer aussi. Le sirop est beaucoup plus à la mode qu'il l'était moi quand j'étais jeune ou quand mon grand-père était jeune. Quand madame a dit qu'à un moment donné, le sirop d'érable ne valait plus rien, c'est vrai, là. C'est pas pour rien qu'ils ont fait un partenariat, une fédération. C'est parce que les gars mangeaient le bas, puis ils travaillaient fort, puis il n'y avait pas le moyen. Puis quand la technologie est rentrée dans le sirop d'érable, ça ne coûtait pas rien, là. Rentrer un vacuum, rentrer un séparateur, mettre une sucrerie sur les tubes, mettre ça à plomb, changer les pannes, passer à l'huile, passer, c'est beaucoup d'investissement, puis c'est quelque chose, comme a dit Nathalie, c'est quelque chose qui se fait 2 mois par année, maximum. Donc, pour arriver à en vivre, là, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de tumultes, et puis aujourd'hui, on est dans une industrie qui est complètement différente qu'il l'était auparavant. Puis moi, des histoires de gars qui se sont fait avoir sur des deals de sirop d'érable, je vais vous en conter une puis un autre. Moi, je connais un monsieur qui était parti vendre ça dans le coin de Montréal. Il y avait un trou, il a vidé tous ses drums de sirop d'érable. Puis quand il a été vidé, le gars, il a dit « Je te paye pas. Le sirop était vidé. » Le monsieur, c'était un habitant. Il n'y avait pas d'éducation. Il n'y avait pas un gros vocabulaire. Il avait bien gros de la peine. Quand il est revenu chez eux, puis il a expliqué ça à sa femme puis à ses 8 enfants, que le sirop qu'il avait fait à bras, sur des chaudières, sur une érablière de 6 000 en taille, il n'y aurait pas une scène cette année parce que le monsieur en costard il ne voulait pas le payer. À un moment donné, c'est sûr que quand ils ont créé une fédération, c'était pour protéger des gens qui n'avaient pas nécessairement l'éducation, qui n'avaient pas nécessairement la drive pour ouvrir des marchés. Puis ça C'est Alexis? Ça a eu du moins bon. Mais ça, c'est comme dans toutes les histoires, mais... Alexis, tu es de retour? Oui, je suis encore là. OK, parce qu'on t'a perdu une petite minute. Oui, tu m'entends-tu? Tu m'entends pas? Là, je te réentends. Ben, je t'ai rendu où quand tu m'as perdu? Tu étais sur le fait que c'était protecteur, que qu'on protégeait, que le syndicat finalement avait l'avantage de protéger les producteurs. Et là, je ne t'entends plus. Bon, je pense qu'on a peut-être de nouveau perdu. Oui, c'est parce qu'il y en a beaucoup. Ah, bon. Ça va être assez pour moi à soir, j'imagine. Alors, on va oui. Le sucre d'érable a été aussi, à un moment donné, synonyme de sucre du pauvre. Donc, les gens étaient bien plus intéressés à aller chercher du sucre blanc qui venait des Caraïbes et des îles que leur sucre, parce que c'était synonyme de pauvreté, puis ils ne voulaient plus cette pauvreté-là. Donc, je crois que ça a pris, c'est maintenant, depuis quelques années, avec quelque part, pour se sortir de la mondialisation, on a envie de trouver ce qui fait notre identité. Et parmi les produits qui font notre identité, ici au Québec, il y a l'érable, il y a le sirop d'érable.
et donc les dérivés qu'on fait de plus en plus nombreux de façon à mettre en valeur ses qualités intrinsèques. Et je vais profiter de ce petit intermède pour passer, parce qu'en fait, je reçois des questions de ceux qui nous regardent, que nous saluons toujours. Et justement, bon, là, on a parlé des différentes régions, on a parlé de cet historique, mais on sait qu'on est sur une page blanche, mais on est aussi sur une page qui évolue, tout ce qui est naturellement climatologique. On sait qu'il y a le réchauffement climatique. Et on sait que, bon, ben voilà, déjà, première question, quel est l'impact du dérèglement climatique par rapport à la production d'érable? Et la deuxième question qui suit un petit peu, est-ce que la durée du repos entre les deux saisons est impactée par l'influence et la qualité donc, de la coulée de la sève? Qui la prend? Moi, si vous m'entendez, je peux la prendre. Vas-y, on t'entend. Moi, je te dirais qu'il faut faire très attention parce que le dérèglement climatique, moi, ce n'est pas mon domaine. Mais une chose est sûre que je sais, c'est que le calendrier romain qu'on utilise n'a rien à voir avec les séquences lunaires. C'est-à-dire que moi, personnellement, là, si je regarde le data des 70 dernières années dans ma région, c'est tout le temps à peu près autour du même cycle lunaire qu'on entaille, puis c'est tout le temps autour du même cycle lunaire qu'on a le meilleur sucre. Ça n'a pas beaucoup changé. Mais ce qui a changé, c'est, admettons, la date de Pâques puis la date à laquelle qu'on entaille. Si tu regardes par rapport aux lunes, ça n'a pas changé, mais la date, elle a changé. Fait que là, on se dit que ça a changé, mais finalement, la technologie a changé. Aujourd'hui, le monde font du sirop en février, mais ils font du sirop. Si tu en ferais à Chaudière, ils n'arriveraient jamais à en faire. Mais à un moment donné, il faut être de son temps. Donc, si je comprends bien, donc ce que tu es en train de... Parce que là, par exemple, est-ce que le repos est impacté par la Lune? Qu'est-ce qui impacte la Lune? L'entaille et Non, mais là, ça, c'est juste moi là, qui dis ça. Là. Je ne veux pas inclure tout le monde là-dedans. Mais ce que je dis, là, c'est qu'admettons que tu as une sucrerie de 20 000 entailles, tu ne peux pas attendre après la Lune pour l'entailler. À un moment donné, il faut que tu rentres dedans. Okay. Sauf que si tu as une petite structure, là, ben, tu peux entailler en fonction de la Lune parce que donc, tu as bien des employés. Tu sais, anciennement, les gars, ils écornaient les bœufs sur une lune descendante parce que les segments étaient moins abondants. C'est sûr que les cycles lunaires influencent la végétation et la planète. Mais ça dépend quel genre de business tu veux runner, là. Tu sais, à un moment donné, vous savez tous, là, vous êtes tous des sommeliers, vous travaillez en restaurant, vous pognez une pleine lune, puis tout à coup, vous vendez des bouteilles que vous n'avez jamais vendues. La lune nous influence, là, ça, on le sait depuis la nuit des temps. Là. Après ça, de comprendre exactement ce qu'il a fait, je ne le sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que moi, avant d'entailler, je les regarde les lunes, puis mon grand-père le faisait, puis son père le faisait. Pourquoi? Parce qu'il n'y en avait pas de météo média, puis il n'y avait rien de ça. Et puis c'est sûr que si vous regardez le data, en tout cas qu'il y a chez nous sur la sucrerie, qui est marqué sur le mur de la cabane, le premier jour qu'on entaille, le dernier jour qu'on détaille, puis quand est-ce qu'on a lavé, puis tu croises ça avec les cycles lunaires, tu t'aperçois que ça n'a pas bien changé parce que c'est tout le temps sur telle lune, à peu près autour de telle date. Maintenant, il faut comprendre, c'est que là, on a un redout de 2 jours. Il y a des gens qui ont utilisé le vacuum puis qui ont tiré l'eau des arbres. C'est sûr que si tu entailles à Chaudière aujourd'hui, il y a 2 jours de doux, puis après ça tombe frette, ben ton trou, il va se sécher, puis tu vas faire un mauvais sucre. Il faut que tu attendes à la dernière minute. Mais là, encore là, on compare des pommes avec des oranges. C'est comme le gars qui récolte à la machine ou qui récolte à la main. Mais récolter à la main 60 000 hectares en Australie, ça ne se fait pas demain matin. Là. Fait que, tu sais, ça dépend de quel business que tu es. Puis, ça ne veut pas dire que tu es ces tubes, puis que tu as un vacuum, puis que tu as un séparateur, que tu ne peux pas sortir de qualité. Mais ce n'est pas le même produit, ça, c'est sûr et certain. Puis, à un moment donné, les rendements, les gars sont payés au poids. Pensez-y 2 minutes. C'est sûr que s'ils en font au poids, ils sont payés plus cher. On ne peut pas leur en vouloir de vouloir produire quand il y a une belle journée douce comme aujourd'hui, même si l'eau est à 1% de sucre. Ça, c'est tel que tel. Ça ne veut pas dire que le sirop n'est pas bon. Ça veut juste dire qu'anciennement, si tu aurais travaillé à la chaudière, tu n'aurais pas pu faire de sucre aujourd'hui. OK. Donc ça, c'est pour la partie Pierre-Alexis. Est-ce que vous, Stéphanie ou Nathalie, est-ce que vous voyez des différences autres que la Lune? Moi, ça fait 24 ans que je vis ici. On a
en général, la saison commence autour du 20 mars. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coulée un peu avant, comme aujourd'hui et demain, ça coule. Mais ça commence sérieusement vers ce moment-là. Pour l'instant, je n'ai pas vu beaucoup de différences. Ça peut varier un petit peu d'une année à l'autre, mais ça reste ça. Je voulais dire aussi que quand on prélève l'eau d'érable, cette eau d'érable n'est pas encore la sève qui va nourrir les bourgeons. C'est un phénomène qui est en partie physique. C'est un aller-retour que l'eau fait dans l'arbre à cause de plusieurs conditions. Et ce qu'on prélève, c'est à peu près 4 à 5 de ce qui circule, de ce qui monte et qui redescend dans l'arbre. Et les études démontrent que ce prélèvement n'a pas d'impact sur la santé de l'arbre. Pour répondre à la question sur la phase de repos ensuite, là, oui, tout à fait. Ce qu'on prélève est vraiment minime finalement. Une autre chose que je voudrais dire, et je n'ai pas tout goûté, mais j'en goûte moi aussi beaucoup de sirop d'érable. De un, les sirops varient beaucoup depuis le début jusqu'à la fin de la saison. Okay. Il y a un cœur qualitatif, effectivement, où l'érable est plus présent et plus savoureux, où on a des notes de beurre et toutes sortes de choses. C'est vraiment très complexe. Mais dans ce que j'ai pas goûté le sirop de Pierre-Alexis, mais j'ai quand même déjà goûté des sirops à la chaudière. J'ai goûté des sirops à la tubulure. J'ai goûté des sirops qui se font avec des évapeurs électriques, avec des évaporateurs au mazout, avec des évaporateurs au bois, avec des degrés Brix, enfin des concentrateurs de Brix élevés, faibles. J'ai goûté tout ça. Moi, ce qui m'importe, parce que je fais de la transformation, c'est d'avoir une grande variété de saveurs. Et je n'ai pas trouvé dans ce que moi j'ai goûté, ce qui ne veut pas dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans une région très high-tech, donc il n'y en a plus beaucoup des producteurs qui le font à la chaudière, il y en a très peu. Okay. Mais ce que j'ai goûté à la chaudière ne m'a pas semblé meilleur. Il n'y a rien qui me prouve présentement que c'est meilleur. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui influencent le goût du sirop et notamment comment on le, entre guillemets, cuisine. Donc, le temps qu'on va mettre pour le faire. Le temps est un facteur très important. Les réactions de Maillard qui ont lieu dans l'évaporateur, c'est ça, je connais vraiment beaucoup sont vraiment, c'est capital ce qui se passe à ce moment-là. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a la flore indigène de l'érablière aussi. Moi, je ne sais pas si ça a amené des résultats, mais il est arrivé quelquefois que des producteurs qui commençaient dans la région et qui n'étaient pas satisfaits du goût de leur sirop venaient prélever un peu de cette mousse pleine de levure qu'on a dans les bassins parfois chez moi pour essayer d'aller ensemencer chez eux. En tout cas, il y a toutes sortes de choses qui se font dans les rames. Mais donc, je pense qu'on peut faire du sirop à petite, moyenne, grande échelle. C'est vrai qu'actuellement, quand les gens envoient leur sirop via la fédération, ils sont payés au poids et à la couleur. Jusqu'à présent, il n'était pas tant question de saveur pour les producteurs, mais c'est un milieu qui change beaucoup. C'est très dynamique, comme je l'ai dit beaucoup. Et de plus en plus, la notion de flaveur entre en ligne de compte, même chez des gens qui travaillent de façon plus industrielle, ce dans quoi je ne me classe pas là, mais donc c'est très complexe de faire du bon sirop. Puis je crois qu'il y a toutes sortes de méthodes. Puis je parlais encore avec Stéphane Gay il y a peut-être un an, puis il avait goûté toutes sortes de sirops lui aussi qui étaient faits de différentes façons et il n'y avait pas de conclusion nécessairement qui dit telle façon c'est la meilleure. Je crois qu'après il y a tout le savoir-faire de l'artisan comme dans n'importe quelle production en fait. Tout le monde fait sa cuisine. Oui, ben, de toute manière, moi, je veux dire que je n'ai jamais parlé de meilleur, j'ai toujours parlé de bon sirop. Peu importe comment vous le faites, je veux dire, ça ne change pas grand-chose. Il n'y a personne vraiment qui goûte le vin qui sait comment que les gars l'ont fait vraiment, à moins d'avoir visité chaque domaine de la planète. Donc, ce qu'il faut comprendre, là, c'est qu'on est dans une conversation de bon, pas de meilleur. Et puis le sirop, moi, personnellement, c'est très rare que je le goûte. Je préfère le manger. Tu sais, à un moment donné, ça, c'est comme les dégustations de vin. Je trouve ça bien intéressant. J'en ai fait toute ma vie. Mais quand on partage une bouteille de vin puis on partage un moment autour de cette bouteille de vin-là, c'est beaucoup plus facile de la comprendre parce qu'elle nous raconte une histoire. Lorsqu'on en prend un once puis qu'on se le brasse dans la bouche, bien, c'est super. On a
pour une fin d'achat ou pour une fin de qualité ou pour une fin de prise d'expertise. Mais la réalité, c'est qu'admettons, quand je goûte un sirop, une cuillère de sirop, ben, c'est pas comme ça que moi, je le mange. Fait que, tu sais, la réalité, c'est que c'est difficile pour moi à long terme de dire si c'est bon ou c'est pas bon. C'est juste sur le coup, bon, ben, je me brasse un peu dans la bouche puis je dis c'est bon. Mais du sirop, plus vous en mangez, plus que vous allez développer votre goût. Pareil comme le vin, plus que vous en goûtez et ou consommez, plus que vous allez vous affiner. Puis c'est la même chose au niveau des grands chefs. Tu sais, moi, j'ai déjà travaillé dans des cuisines de 3 étoiles Michelin, puis les commis, ils mangeaient au McDonald's parce qu'il n'y avait pas un sou. Bien, c'est très difficile de développer un palais dans ce temps-là. Donc, il faut comprendre que si vous n'êtes pas autour de votre bouilleuse, puis vous n'êtes pas à vos affaires, il faut que vous travailliez votre goût à vous. Puis c'est intéressant d'être ouvert à ce que les autres font. Mais à la fin de la journée, ce qu'il faut être satisfait, c'est de ce qu'on fait chez nous. Puis c'est le client qui va parler. Si le client aime ce que vous faites, bien, il va revenir, c'est récurrent parce qu'on est sur un produit qui est saisonnier. Puis historiquement, le sirop était transigé avec une bonne poignée de main, puis un gallon, puis c'était that's it, that's all. Tu sais, du sirop à l'épicerie, ça existait plus ou moins. Là, aujourd'hui, c'est complètement différent. Puis il y a beaucoup de gens qui essaient de faire leur propre marque ou leur propre identité. Puis moi, je pense que c'est le futur. Mais dans le fond, on retourne au tout début. Le sirop de producteur, ça a toujours été ça, l'histoire du sirop. J'achète mon sirop chez un tel gars, j'achète mon sirop chez un tel gars, j'achète mon sirop chez un tel gars. C'est juste qu'aujourd'hui, on va acheter des marques de sirop ou on va acheter le sirop d'Acer ou on va acheter le sirop de la dame à Mégantic ou on va acheter mon sirop ou le sirop d'un autre gars. Moi, des gars qui font du bon sirop, j'en connais à pocheter. Sauf que ce n'est pas tout le monde qui les connaît parce que ce n'est pas tout le monde qui peut aller les visiter. Donc, c'est important qu'il y ait des locomotives comme les gens du Témiscouata ou les gens de la MRC du Granit pour faire connaître ça. Et puis après ça, les gens, ben, ils vont trouver le goût qu'eux aiment. Oui, et je voudrais, mesdames, je vais vous prendre, parce que justement, là, maintenant, comme on parlait de vin d'érable, de différents produits justement fermentés, est-ce que vous allez justement adapter votre méthode de production, là on parle de sirop, pour créer un produit plus facile, mieux? Est-ce qu'il y a une grande influence entre le sirop, la méthodologie pour arriver à un certain sirop pour après le produit fini, qui soit une bulle, qui soit un vin, etc. etc. Moi, je peux commencer. Oui. Moi, je suis... en fait, moi, je suis le bébé, hein? Je suis le bébé de la gang. Fait que... Fait que je fais mes choses un petit peu à ma façon. Il faut parler, parce qu'on veut entendre tout le monde, justement, au contraire. C'est ça. Puis, en fait, moi, je garde chacun échantillon de chacun de nos barils qu'on fait. OK. Fait que, dépendamment du type de produit qu'on va faire, premièrement, je vais sélectionner l'eau d'érable au moment où qu'on va produire. Puis après ça, compte tenu que c'est pas assez sucré, je vais sélectionner selon le type de produit. Et donc, à la fin de l'année, je vais avoir testé tous les sirops, tout goûté, et je vais avoir sélectionné tel sirop pour faire tel produit. Je vais laisser Nathalie parler. Ben, oui, effectivement. En fait, on goûte tout. On est toujours en train de goûter quand on fait du sirop et de la transformation. Donc, chaque sirop qu'on produit, on le goûte le lendemain matin quand il est refroidi. On le goûte sur place pour le plaisir parce qu'effectivement, je suis bien d'accord avec Pierre-Alexis, la notion de plaisir reste toujours la notion capitale. Mais quand on veut le faire rayonner aussi, ben, on a besoin de pouvoir en parler, de pouvoir l'accorder, tout ça. Donc, il y a évidemment aussi cette notion qui est importante, mais on goûte, mais on n'adapte pas pour faire un produit. On traduit. Vous faites votre produit et après, vous faites votre produit fermenté. À partir et ça traduira ce qu'on a réussi à produire à la base. On fait le meilleur sirop qu'on peut. Et une fois qu'on a fait le meilleur sirop qu'on peut, on fait, excusez-moi. Merci. Excusez-moi, c'est les joies de la maison. Et donc, on fait le meilleur produit et une fois qu'on a ce produit, on réussit à le reproduire et après, on va créer nos différents produits fermentés à partir de là. On est d'accord. Puis on est des petites entreprises, on travaille par petits lots. Hein. Donc, le mousse des bois que tu es en train de boire, là, sur ce lot-ci, ben, il n'est pas tout à fait le même que le lot précédent et il est différent du lot prochain. Hein, parce que
C'est ça, c'est pas des produits standardisés. Et alors justement, là, on va rentrer dans l'autre partie. Est-ce que dans l'ère des vins naturels et tout ce qui est biodynamique, est-ce qu'il y a quelque chose, justement, il y a une réflexion, j'imagine, qui se fait au niveau des acériculteurs? Quels sont les positionnements, quels sont les enjeux, quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer par rapport à ce niveau-là? Hey, moi, si je peux me permettre, vas-y. Je vais parler de ce que je fais moi parce qu'après ça, tu sais, je ne peux pas parler de ce que tout le monde fait. Là. Puis après, tu m'entends-tu? Oui, on t'entend très bien. Puis après ça, je vais devoir quitter Noël parce qu'il y a un couvre-feu puis je suis sur la route. C'est bon. Moi, personnellement, c'est pas compliqué. Quand j'ai parti mon projet, j'achetais du sirop qui était classé par la Fédération à des producteurs. Afin de faire découvrir ce que différents individus étaient capables de faire parce que pour moi, c'est important. Je vous l'ai dit, ce n'est pas la quête du meilleur, c'est la quête plutôt du bon. Et puis ensuite de ça, à force de discuter avec plusieurs personnes dans mon entourage, j'ai voulu faire ma propre expression à moi. Et puis, c'était important pour moi de le faire sans électricité et sans eau courante. Okay. C'est micro, c'est pas beaucoup, mais je le fais tout seul. Puis la raison derrière ça, là, c'était que moi, je voulais m'assurer que c'était pas facile, mais que c'était possible de faire du sirop pareil comme faisait le père de mon grand-père, par exemple. Et puis l'idée de ça, c'est que lorsqu'on se retrouve devant rien, là, moi, je ne suis pas une business de 20 000 ou de 10 000 en taille, là, mais lorsqu'on se retrouve devant rien, on trouve des solutions. Puis quand vous vous retrouvez dans le milieu de l'érablière, là, puis vous n'avez pas d'eau courante, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez que ça dégèle, puis quand l'eau monte, vous prenez la pelle ronde, puis vous creusez la source, puis vous lavez. Pas laver le corps, mais ils ont parlé tout à l'heure de salubrité. C'est extrêmement important de laver votre équipement parce que le sirop d'érable peut développer des mauvais goûts. Mais c'est sûr que si vous êtes sur des petites quantités, vous n'allez pas laver avec les mêmes produits, puis vous n'allez pas laver à la même fréquence que si vous êtes sur des grosses quantités parce qu'ils sortent plus de sirop que moi, j'en peux en sortir, les plus gros, par exemple. Okay. Puis l'autre chose, l'histoire de l'électricité, pourquoi je ne voulais pas d'électricité? Parce que je ne voulais pas pomper l'eau d'érable, je ne voulais pas avec une pompe, je voulais qu'elle travaille par gravité dans mes chaudières, puis après ça, qu'elle travaille par gravité dans mon bowl tank pour s'en aller dans ma bouilleuse. Puis l'idée de ça aussi, c'était que je voulais récolter à la fin de la journée puis bouillir la nuit parce que la nuit, la pression atmosphérique est différente, puis c'est ça que les gens faisaient anciennement. Donc là, aujourd'hui, c'est sûr que si vous voulez écouter Virginie puis manger votre spaghetti, vous ne pouvez pas bouillir la nuit. Il faut comprendre aussi là, qu'on est en 2021, puis il y a des gens qui ont des jeunes enfants, il y a des gens qui ont des réalités, il y a des gens qui ont... C'est normal qu'on ait réduit les temps de bouillage parce que quand vous bouillez toute l'eau comme moi je l'ai fait, là, puis que vous la bouillez de nuit, là, vous ne dormez pas bien dans le tas des sucres, puis vous venez à bout. Puis moi, je vais vous dire, là, ma femme, ça fait 6 générations de sucriers dans sa famille, puis la mienne aussi. Fait que c'est pas dur pour elle de comprendre ça. Mais pour certaines personnes, le sirop d'érable, c'est aussi une entreprise, puis c'est un gagne-pain. Moi, c'est en partie un gagne-pain, mais j'ai différentes activités qui sont diversifiées. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je vais à l'extrême de quelque chose, mais c'est quelque chose qui s'est aussi déjà fait. Et puis, après ça, ce qui est important, là, c'est d'être passionné, c'est de vouloir faire de la qualité, c'est, comme a dit la dame du Témiscouata, de vouloir faire rayonner notre produit et puis de vouloir le faire découvrir. Puis la conversation qu'on a aujourd'hui, là, pourquoi elle est intéressante? Parce qu'on a 3 profils différents, mais on parle toujours de la même chose. Moi, là, je ne voudrais pas vendre du sirop que je ne suis pas capable de manger. Puis je pense qu'il n'y a aucun des 2 autres producteurs qui sont dans cette veine-là. Et puis à partir de ce moment-là, là, les sommeliers, les sommelières, les clients, les gens, les consommateurs qui goûtent le mien, qui goûtent celui de la dame du Témiscouata, qui goûtent celui de la dame de Lac-Mégantic, et puis qui se font leur propre avis. Parce qu'à la fin de la journée, moi, je n'en prends pas de décision pour mes clients. Les clients, ils mangent qu'est-ce qu'ils ont envie de manger, qu'ils soient faits à la chaudière, qu'ils soient faits à l'osmose, qu'ils soient faits ces tubes 10 000, 20 000, 200 000 en taille, ça ne fait pas de différence. L'important, c'est que vous faites plaisir quand vous mangez du sirop d'érable. Parce que le sirop d'érable, ça ne devrait pas être un luxe. Ça devrait être quelque chose qu'on peut s'offrir et avec lequel on peut se faire plaisir. Parce que c'est notre culture, puis c'est à nous le sirop d'érable, puis c'est unique au monde, puis on devrait pouvoir avoir accès au sirop d'érable. Puis je pense que quelque chose que la Fédération a fait,
c'est qu'elle a rendu accès au sirop d'érable à grandeur de la planète. Parce que historiquement, le sirop d'érable, il se mangeait chez l'habitant, puis c'était juste dans certaines régions du Québec. Du sirop d'érable, il n'y en a pas en Abitibi, il n'y en a pas au Lac-Saint-Jean, puis c'est à Côte-Nord, il n'y en a pas non plus. Mais aujourd'hui, il y en a. Est-ce qu'on pourrait imaginer à un moment qu'on aurait un étiquetage par région? Ben, moi, je pense qu'avant d'être à un étiquetage par région, il va falloir faire d'autres choses. Il va falloir que les producteurs soient capables de se parler, puis qu'ils arrêtent de dire mon sirop est meilleur que le tien, puis qu'ils arrêtent de dire qu'un tel travaille comme un cochon, puis un tel, il est bon, puis c'est ci, puis c'est ça. Vous savez, il y a une grosse rivalité, puis il y a une grosse chauvinisme dans le monde du sirop d'érable. Aujourd'hui, il y a des outsiders, il y a des gens qui viennent de la tradition, il y a des gens qui viennent de d'autres pays, etc., etc. Puis je pense qu'on commence à avoir une conversation. Puis si on n'est pas capable de se parler entre nous autres, entre producteurs, ben, que vous étiquetiez pour les régions, que vous étiquetiez pour la méthode de travail, ça ne donne rien. Parce que si on ne parle pas toutes dans la même direction, un petit peu comme certaines interprofessions, même s'il y a certaines chicanes dans des interprofessions du vin, les gens réussissent à s'asseoir à une table et avoir une discussion. Il faut être capable de parler ensemble. Puis souvent, certains producteurs dans le même rang ne sont même pas capables de se regarder, ne sont même pas capables de prendre un café. Puis tant qu'on ne sera pas capable de passer à cet autre niveau-là, ben, région ou pas, on n'aura pas une voie commune. Puis si on n'a pas une voie commune, ben, on n'arrivera pas à continuer à apprendre sur qui on est, puis le produit unique qui est le sirop d'érable. Puis la dame du Témiscouata l'a bien dit, là, le sirop d'érable, c'est un produit de subsistance au tout départ, et aujourd'hui, on commence tout juste à l'explorer. Et moi, de voir quelqu'un qui vient de Belgique et de voir quelqu'un qui vient, comme la dame de la Merci du Granit, qui ne venait pas nécessairement du sirop d'érable, venir dans cette business-là, poser des questions, challenger, faire des produits alcoolisés, ben moi, ça me fait du bien parce que je suis encarcané dans la tradition. J'ai un bout de 6 générations de sirop d'érable chez nous, dans ma belle famille puis dans ma famille. Fait qu'aussitôt que j'essaie de faire quelque chose de différent, je me fais rabrouer, je me fais écraser, je me fais traiter de fou. Mais ces gens-là, là, qui sont en train de révolutionner notre industrie en faisant des vins effervescents, en faisant des vins secs, en faisant des produits transformés de l'érable, ben moi, là, je leur lève mon chapeau parce que ce n'est pas toutes les familles au Québec qui sont producteurs de père en fils qui sont capables de passer ce gap-là. Puis eux autres, ils le font, puis ce sont une locomotive pour notre industrie. Puis moi, je pense que c'est le futur. Faire les choses différemment. Garder notre identité, mais continuer à explorer qui on est. Super. Écoute, on va passer du coup plus vers le côté justement vin et alcool. On va te laisser, Pierre-Alexis, continuer ta route pour éviter que tu te prennes une amende qui ne serait pas agréable pour toi ni la suite. Donc, un gros merci, Pierre-Alexis. Je vais essayer de mettre la caméra. Si tu viens, si tu passes par le Témiscouata, s'il te plaît, arrête-toi. Puis oui, nous, on a un ami en commun. Ah oui? C'est Véronique Carbonneau. Véronique Carbonneau, ça me dit quelque chose. La connais-tu? En tout cas, il va falloir qu'on prenne un café puis avec Véronique et toi. Mais moi, ça me sonne une cloche, mais des fois, c'est juste que je ne vois pas le visage. Oui, ben c'est ta nièce ou en tout cas, c'est dans la famille. Fait que, bon, ben, c'est super. Puis moi, j'accepte. C'est bon? On va continuer. Noël, oui. Je veux juste dire que j'accepte l'invitation d'aller dans le Témiscouata parce que moi, ça me fait. Bon, c'est bon. Salut. Ciao. Ça a arrêté. Avec la caméra, c'était un peu. Mais super. Merci beaucoup. Donc, on va passer pour arriver à donc Stéphanie, pour arriver à un vin bio, justement, à partir de. Qu'est-ce que cela implique exactement au niveau de la production? Bien, en fait, nous, on n'est pas encore certifié bio. On va être certifié bio cette année. Mais tout le processus a été mis en place. Là. Notre sirop est bio. Donc, à partir de l'eau d'érable qui est bio, le sirop est bio. Les autres petites étapes, là, c'est des petits ajustements à faire. Là. Okay. Mais c'est ça. Mais nous, qu'est-ce que je voulais peut-être un petit peu
pour les sommeliers qui écoutent là, présentement. Là. Oui, très bien. Là, je vous adresse à ceux qui sont encore à l'écoute. C'est bon. Moi, j'ai décidé, quand on dit un vin d'érable, arrêtez de dire que c'est qu'on boit une canne de sirop d'érable. C'est pas vrai. OK. C'est pas vrai. On peut faire des choses extraordinaires avec l'érable, puis l'eau d'érable. Puis j'aimerais ça que les gens s'ouvrent à ça parce qu'on a des flaveurs, on peut aller partout avec ça. Puis c'est vraiment de dire qu'on peut aller plus loin, qu'on est propriétaire et être fier d'être québécois, puis d'être fier d'un produit, puis pas dire que quand on dit vin d'érable ou vin à serre ou vin acérica, que c'est quelque chose de « Ah, non, je vais boire une canne de sirop d'érable. » Non, on n'est pas là. On ne travaille pas pour ça. On travaille pour faire des produits qui sont d'excellente qualité, comme n'importe quel cépage là, qui peut être fait dans le vin. Non, mais je suis très d'accord parce que moi, j'ai goûté, tout ce que j'ai goûté, c'était extrêmement bien finalisé, très bel équilibre, des longueurs très intéressantes, personnellement. Une certaine, d'ailleurs, Nathalie, j'avais goûté, comme on avait parlé, moi, j'avais trouvé une certaine concentration, limite une certaine amertume. Oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi très intéressant parce que ça donne aussi de la complexité, l'amertume? Oui, en fait, ça, c'est complètement inhérent à l'érable. D'ailleurs, quand on suit des cours de dégustation de sirop d'érable, on fait un peu comme pour les vins. On a des échantillons, des flaveurs uniques. Et quand on goûte la saveur érable, ce qu'on goûte, c'est de la racine de pissenlit torréfié, en fait, dans l'échantillon. Okay. Très, très, très amer. En fait, le sirop, on ne s'imagine pas que c'est amer parce qu'il y a quand même 66 Brix. Il y a du sucre, évidemment. Et donc, ça vient arrondir ça. Mais dans le caractère même, l'origine du sirop, il y a de l'amertume. Donc, un produit reflète cette amertume. En fait, c'est bon signe. C'est juste qu'il rend justice à sa matière première. Ce que je voulais dire aussi par rapport à ta question précédente, oui, c'est qu'un des avantages qu'on a avec l'érable, ou pas avantage, mais une de ses caractéristiques, c'est que, Pierre-Alexis le soulignait tantôt, on a des forêts naturelles. Il n'y a pas de pesticides dans l'érable. Je veux dire, on fait une cueillette en forêt. Il n'y a pas d'irrigation non plus. Hein, donc, ce n'est pas des espèces qu'on a plantées. Tout ça est quand même, on part d'une cueillette. Il y a quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Hein, c'est une exploitation de forêt sans détruire la forêt. C'est ça que tu soulignes finalement. Oui, aussi, mais que si on démarre un vignoble ou un verger, oui, il y en a qui sont biologiques et biodynamiques, etc. aussi. Mais il faut quand même travailler. On va un peu à contre-courant parce qu'on fait quelque chose où il y a une seule espèce, tandis que nous, on part vraiment d'une cueillette. Je trouve que c'est une caractéristique distincte de ce qu'on fait à partir de l'érable. Puis ensuite, en tout cas dans notre cas, là, il y a très peu d'intrants aussi pour la vinification. C'est très peu filtré aussi. Okay. Hein, et ça, c'est des choses, on a filtré plus au début quand on travaillait il y a presque 30 ans maintenant qu'on travaille là-dessus finalement. On évolue, je le disais tout à l'heure, c'est toujours un apprentissage et on vient, ce qu'on veut, c'est vraiment revenir au cœur de la matière, à l'écouter et à faire qu'elle s'exprime pour avoir finalement en bout de ligne du plaisir et une façon peut-être inédite et distinctive de boire québécois. C'est ça que ça pourrait aussi apporter. Stéphanie? Oui, c'est justement cette fierté-là qu'on devrait avoir, de dire qu'on part de notre culture, de notre richesse qui est au Québec, puis qu'on est capable de faire des choses extraordinaires avec des goûts qui, comme les vins, ont toute une palette incroyable, là. Et justement, alors, quel est justement l'avenir des vins acéricoles? Quels sont les marchés? Est-ce que la sommellerie du Québec peut vous aider? Qu'est-ce que vous attendez un petit peu de notre communauté? Et quel est l'avenir aussi du vin acéricole en général? Ben, en fait, avec le temps, au début, il fallait vaincre un préjugé. C'était justement que
on ne disait pas un vin ou un acer. Le problème, déjà dans notre secteur, c'est qu'il n'y a pas de nom pour nos produits. Voilà, très bon point, justement. Donc ça, si un vin, on sait que ça vient du raisin, le cidre, on sait que ça vient de la pomme, l'hydromel du miel, mais il n'y a pas de... Un acer, est-ce que ça pourrait être un cas? Ça pourrait l'être. En fait, ce qu'il faudrait, mais on a été très longtemps, très peu. Et donc, on n'a pas d'association non plus. Donc, nous-mêmes, on ne se rend pas service en n'étant pas nombreux. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il y en ait plus qui essayent de travailler ça, puis qu'on se réunisse et qu'on trouve un nom à cette production. Déjà, de parler de quelque chose qui n'a pas de nom, c'est déjà pas si simple, en fait. Donc, ça c'est une première chose. Et là, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, en fait. Mais moi, je peux dire que par rapport au nom, moi, j'ai été assise à la table à la fédération pour trouver un nom. Okay. Puis, j'ai contacté la fédération. J'ai dit, moi, j'aimerais ça, là, qu'on soit ensemble. Là. Mais finalement, le train, moi, je ne suis pas une fille qui attend le train. Okay. Fait que si tu attends le train, là, tu peux attendre longtemps avec la fédération. Fait que j'ai décidé, moi, j'ai déposé une marque de commerce. Ça s'appelle Du vin acéricole. Okay. Puis, quand on arrive à Montréal avec ça, je dis pas, je vends pas du vin d'érable, je vends du vin acéricole. Okay. Donc, déjà là, on vient anoblir le terme et ça ne fait pas que quand tu entends, parce que la psychologie dans notre tête, c'est tout à fait normal. On entend érable, on voit cabane à sucre, la tire, c'est automatique, ça, c'est humain. Donc, de dire vin acéricole, pour moi, c'était d'emporter les gens dans mon univers à moi et de les emmener dans mes saveurs, dans ma passion, dans tout ce que j'aimais dans l'érable. Donc finalement, de sortir de ce cocon traditionnel et d'arriver dans cette image traditionnelle qu'on a du sirop d'érable et d'arriver dans cette nouvelle image qu'on veut, qui est du vin acéricole. Oui. Moi, donc ce que je voulais dire en fait, c'est qu'au début, les préjugés étaient très forts avec le sucre, ce qui peut bien se comprendre. Mais maintenant, avec les nouvelles générations, je trouve qu'il n'y a plus ça, ou beaucoup moins en tout cas. Okay. Je crois que justement, les jeunes générations sont prêts à boire autre chose. Et puis, ne veulent pas... C'est ce que je disais tout à l'heure, on s'inspire du vin pour créer ce qu'on fait, mais on ne copie pas le vin. Puis ça va avoir sa propre personnalité et je crois qu'on répond à un besoin. Ce que j'attendrais d'une communauté de sommeliers, etc., c'est qu'elle goûte, c'est qu'elle en parle, c'est qu'elles viennent chez nous, même quand j'habite à 600 km de Montréal, c'est qu'elles viennent. La semaine dernière, Nadia Fournier était chez moi. Okay. On a le prémisse d'avril, qui est le type vin blanc demi-sec qu'on fait. J'avais 3 cuves qu'on va assembler, puis je lui ai fait déguster ça, et c'était un beau moment. C'était la première fois que j'avais l'occasion d'avoir un sommelier à la maison. J'en rencontre ailleurs parfois, mais à la maison, et avec qui on n'a pas fait l'exercice, c'est pas elle qui a déterminé l'assemblage qu'on fera, mais on a goûté chaque cuve, on en a discuté, tout. Ça, c'était vraiment bien. Je pense que c'est simplement d'oser, de goûter, de nous challenger aussi. Tout n'est pas du tout cuit, c'est un milieu qui est tout récent. Je disais tout à l'heure, il y a presque 30 ans. C'est rien, presque 30 ans. Hein, et il y a plein de choses encore à faire et à découvrir. Donc, venez, parlez-en, challengez-nous, goûtez avec nous, dites-nous pourquoi vous êtes d'accord avec ça ou pas d'accord avec ça, qu'on fasse équipe, quoi. En fait. Et peut-être proposer aussi des nouveaux accords mets et vins, parce qu'il y a toujours naturellement cette partie-là, qui est le métier du sommelier quand même aussi. Bien sûr, et c'est très important parce que c'est comme ça, si on veut que ça entre dans les mœurs, il va falloir trouver, il va falloir trouver des accords, effectivement. Donc ça, il y avait d'ailleurs une question que je trouvais très, très pertinente et qui rejoint, moi, ce que j'avais goûté, parce que j'avais goûté beaucoup de noisettes, de noix, des arômes qui sont justement plus finalement que l'arôme de sucre ou de sirop d'érable, on va dire caractéristique du sirop d'érable. Et là, la question est, l'oxydation ménagée dans des vins d'érable me semble très intéressante à exploiter justement pour apporter de la complexité, surtout quand on reste en présence d'un peu de sucre. Qu'en pensez-vous? Ben justement, dans deux des produits qu'on fait, le Valandré et le Charles-Aimé Robert, on les fait vieillir en fût de chêne.
fût de chêne de seconde main. Donc, parce que l'idée au départ, c'est qu'on ne voulait pas masquer la finesse de l'érable par le chêne qui était peut-être un peu plus corsé, donc, et parce qu'on débutait aussi là-dedans, on apprenait aussi en même temps. Et donc, mais cette oxydation ménagée au travers de la barrique vient justement donner de la couleur, de la rondeur, de la complexité, un côté plus mielé et tout ça. Donc, ce qu'on propose pour l'instant, j'ai 2 cuvées qui ont 8 ans d'âge, le Val-en-Bray et le Charles-Aimé. Je pense que c'est vraiment effectivement très bénéfique. Et pour ce que tu disais, je disais tout à l'heure que l'amertume était inhérente à la matière érable. Le côté noix, noisette l'est aussi. Donc, on va facilement faire certains parallèles avec des vins jaunes du Jura, pour le côté oxydatif et tout ça. On va facilement aller là dans l'érable, en fait. On l'avait mentionné avec ENL ce midi. Oui, je ne l'ai pas encore écouté. Tout à fait. Stéphanie? Oui, bien, c'est ça. Notre premier vin qu'on a sorti, qui était l'élevage était terminé en amphore. Si quelqu'un aurait mis une couverture, parce qu'il y a eu un concours, il y avait un concours de sommeliers, puis quand les sommeliers ils passent des concours, puis on avait apporté une de mes bouteilles, puis ils ne voyaient pas que c'était de l'érable, puis ils étaient sûrs que c'était un vin de Jura. Ah ben voilà. Donc voilà. Que, on peut voir qu'un coup qu'on ne voit pas l'étiquette, puis qu'on n'a pas le nom, comment qu'on peut se transporter dans nos papilles, dans notre cœur, dans la joie de partager. Et justement, pour arriver à cette oxydation, parce qu'on sait que pour ça, donc là, il y a l'amphore. Est-ce qu'il y a les barriques qui sont intéressantes? Oui. Quels sont les médiums pour arriver à cet endroit-là? Oui, on travaille nous aussi avec les barriques comme le domaine à Serres. Okay. On a travaillé, donc depuis les débuts, on travaille avec des barriques de seconde main, mais on a aussi… Est-ce qu'il y a une seconde main de quel produit? Excuse-moi. En général, ça a été de l'alcool de grain qui était… Okay. Mais je ne laisse pas l'empreinte de l'alcool de grain dans mes produits. C'est vraiment la micro-oxydation que je vais chercher, en fait, avec les barriques. Mais on a aussi, il y a plusieurs années, on trouvait l'idée belle aussi de partir de l'érable et de finir dans l'érable. Donc, on a pris du bois de nos lots, on a envoyé chez un tonnelier en Californie et on a une bonne trentaine de barriques en érable. Avec les produits tels qu'on les fait actuellement, ça ne fonctionne pas parce que l'érable ne gonfle pas comme le fait le chêne. Donc, en fait, le produit fuit, puis il y a de la contamination, ça ne marche pas. Ça pourrait probablement, je ne l'ai pas essayé encore, mais mieux fonctionner avec un produit de la distillation, avec une eau de vie. Qui est moins dense, moins visqueuse et donc qui reste en place. Je dois dire que l'on n'a pas poussé l'expérimentation très loin à ce niveau-là. Mais donc pour l'instant, on a travaillé déjà avec du chêne neuf un petit peu, oui. On travaille depuis toujours avec du chêne de seconde main. Mais voilà, c'est ce qu'on a travaillé là, mais il y a tout à faire. Bon. Ah oui, je pense que vraiment, tout ce qui est ce côté noisette, etc., avec les oxydations, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'avenues. Donc, on a l'avenue vin sec, j'ai envie de dire apéritif. On a l'avenue, tout ce qui est sucré, donc on va venir un peu, qui est peut-être moins à la mode en ce moment, parce qu'on sait que les vins de glace et les cidres de glace sont un petit peu moins intéressants. On a l'avenue, tout ce qui est bulles, parce que moi, aujourd'hui, je n'ai fait parler que des bulles. Et qui était, pour moi, j'étais sidéré. Franchement, je vais être très honnête, j'avais complètement sous-estimé ce monde-là. Et puis, je l'avoue, moi, j'étais persuadé que j'allais avoir des arômes de sirop d'érable. J'ai découvert, en fait, des arômes que j'aime beaucoup d'ailleurs, de noix, noisettes, puis comme je les ai déjà mentionnés. Et puis, finalement, on a encore finalement ce monde oxydatif, ce monde un petit peu de vieillissement, etc., qu'on pourra aussi voir finalement. Donc, c'est vraiment beaucoup d'avenues qui sont possibles. Et je n'ai pas encore parlé de tout ce qui est distillation. Donc voilà. Écoutez, je pense qu'on est arrivé, je pense qu'on a vu beaucoup de mouvements, on a bien fait. J'avoue que j'ai peut-être un peu plus axé au début sur les sirops parce que j'avais sous-estimé les possibilités de parler de la fermentation, je m'en excuse. Et c'est sûr qu'à mon avis, on est dû pour refaire
une nouvelle vidéo à un moment et que j'espère que là, je vous promets, je ferai plus attention à cette partie-là. Question, où est-ce qu'on peut trouver du domaine Acer, du vin découlé? Alors, on a, dans notre cas, on a un bon de commande qui va se transformer en site web, en boutique en ligne ici dans les 2 ou 3 prochaines semaines, mais le bon de commande est en ligne. Mais il y a surtout à peu près 120 points de vente un peu partout au Québec qui ont nos produits. Donc, il y a un onglet sur le site web, c'est facile à trouver. Le site web, oui, moi j'y étais, le site web est hallucinant. Hein. By the way, moi il dit le nombre de bouteilles par produit et c'est très bien distribué partout à travers le Québec, en effet. Donc ça, je confirme, j'étais très impressionné par la technologie utilisée. Il n'y a pas que au niveau de la sériculture que vous êtes high-tech. Franchement, c'est un des meilleurs sites web que j'ai eu l'occasion de trouver. Merci. Stéphanie. Ben, moi aussi, via notre plateforme de vente en ligne, nous, on vend en ligne directement. Même si oui, tout à fait. Dès que le client y achète, c'est sa propriété. Hein? C'est ça, oui, tout à fait. Et il peut le revendre s'il veut. C'est ça. Mais bon, pour l'instant, ça reste encore au niveau du domaine, ce n'est pas encore super distribué. Je crois qu'il n'y a pas encore des grandes quantités non plus. Non, effectivement. Puis nous, on a décidé de ne pas vendre nos domaines. Ah, pardon. OK. Ça, c'est un choix vraiment familial. Parce qu'on veut garder notre petite cabane à nous, juste à nous. Puis donc, ce qui se passe à la cabane reste à la cabane. C'est ça. Qu'est-ce qui reste à la cabane? Puis on a quelques points de vente, surtout dans notre région, puis à Montréal, puis à Québec. Okay. Mais c'est pas... puis nous, on avait misé beaucoup sur les restaurants, les sommeliers. Pour l'instant, ils sont un peu… voilà. C'est ça. Et ça va revenir. On a bon espoir que ça va revenir très bientôt. On le souhaite à tous. Parce que bon, on s'ennuie là. Mais j'ai aussi chez nous, on a par contre développé une activité agro-touristique parce que quand on habite au bout du monde, la première chose qu'on s'est dite, c'est qu'il fallait que les gens, qu'on puisse expliquer, montrer pour rassurer, puis pour que les gens puissent éventuellement devenir des ambassadeurs. Donc depuis nos débuts, depuis 1997, on accueille des gens chez nous. L'endroit, je pense que l'endroit est surprenant, magnifique, bien intégré dans la nature et donc c'est une invitation cordiale à tous. C'était pas juste Pierre-Alexis tout à l'heure que j'invitais, mais tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui sont les bienvenus, bien évidemment. Très bienvenus pour faire une visite. Moi, j'ai déjà été chez vous, Nathalie. Hein? C'est vrai? Oui. Super. Donc voilà, bah écoutez, super. Un grand merci pour votre disponibilité ce soir et pour vos explications. Je suis personnellement, constamment, vraiment, ça a été une journée extrêmement… j'ai beaucoup appris aujourd'hui, j'ai beaucoup appris depuis une semaine et franchement, je fais une découverte. Comme je le dis, moi, j'apprends et je suis vraiment très fan. C'est vraiment un nouveau monde et bravo pour ces zones-là. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des nouvelles choses, des nouvelles avenues, quoi que ce soit, on sera ravis d'apprendre, tout simplement, parce que moi, j'adore apprendre. Et comme quoi, il y a une phrase qui reste toujours, c'est que je sais que je ne sais rien du tout. Donc, au plus je sais que je ne sais rien. Ça ne change pas, et tant mieux. Et au Québec, que ce soit au niveau vin, que ce soit au niveau cidre, et que ce soit au niveau hydromel aussi, et justement, les vins acéricoles, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et le Québec, j'ai l'impression, va devenir vraiment est un laboratoire extraordinaire. Exact. Donc voilà. Je vous dis bonne soirée. Merci. Merci, bonne soirée à tous. Et un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis et bonne soirée et écoutez, profitez bien et santé, tout simplement. Gilles, la prochaine fois, ce sera autour d'un verre. Ça marche. Au revoir. Au revoir. Merci.